En direct du stand ado du Salon du livre de Montréal, je suis avec l'auteur Émilie Rivard, mon petit rayon de soleil. Oui, bonjour Sophie! Qui vient de publier cet automne Notre-Dame-des-Anges, la suite de Première Avenue. Oui. Qu'est-ce que c'est Notre-Dame-des-Anges? Notre-Dame-des-Anges, bien, dans Première Avenue, on était dans le quartier Limoilou à Québec avec Laura, qui était livreuse de pudding. Là, c'est un autre personnage parce que je voulais vraiment montrer un autre quartier et qui est pas mal différent de Limoilou, qui est le quartier Saint-Roch, qui est un quartier plus absurde. Donc, on a droit à l'histoire d'Olivier, qui hérite d'un bloc de son papa qui est décédé, mais qui est peu connu. Il hérite d'un bloc dans le quartier Saint-Roch, sur Notre-Dame-des-Anges. Et voilà, c'est sa découverte du quartier qu'il connaît déjà parce que Olivier est lutteur amateur et c'est là où se produit sa ligue de lutte amateur. Est-ce que tu viendrais de Québec, Émilie? Oui, je viens de Québec. J'ai habité 4 ans dans Saint-Roch. Maintenant, je suis dans Limoilou, donc je suis un peu à l'aise avec ces quartiers-là, ces lieux-là. OK. Tu nous en lis un extrait? Oui. Je vais y aller avec le début. Comme ça, hein? Ah, je peux même vous expliquer, parce qu'au début de chaque chapitre, Sophie, il y a une prise de lutte. Bien là, vous voyez rien, fait que je sais pas pourquoi je le tourne, mais bon. Il y a une prise de lutte associée à chaque chapitre. OK. Voilà. Alors, je vais même vous lire la prise de lutte. Alors, c'est le Tombstone, désolé pour l'accent de boîte, Pile Driver. C'est une prise du célèbre Undertaker. Est-ce que tu le connais? Non. Non, c'est pas grave. Tu vas l'aimer pareil. Peut-être pas. Le lutteur A retient le lutteur B par la taille. Puis là, il est bien droit, la tête en bas. Et le lutteur A se laisse ensuite tomber sur les genoux. Le but, c'est d'assommer l'autre. Hein? Fait que c'est ça. On essaie. On le Oui! fait. Oh oui! Ah oui! Non. Très mauvaise idée. J'aime mieux te garder en vie parce que je t'aime beaucoup, Sophie. Alors, voilà. Allô, Oli, je viens d'avoir un appel de ta tante Martine. J'ai bien vu son nom sur l'écran de mon téléphone cellulaire. J'ai bien reconnu aussi la voix de ma mère, sa voix de fumeuse qui n'a jamais allumé une clope de sa vie, sa voix de géante de 5 pieds. Pourtant, j'ai cru à un faux numéro. Martine. Martine qui? Au lieu de lui poser la question, je retourne vers le petit pot de pudding au caramel écossais chimique que j'avais laissé sur le comptoir et j'en reprends une cuillerée, que j'ai failli recracher directement sur la vaisselle fraîchement lavée par mon coloc. Martine, la sœur de ton père. Ton père est mort. J'appuie mon dos contre le réfrigérateur, la poignée dans l'omoplate, l'aimant de statue de la liberté dans une fesse. Devant moi, le nez croche de mon coloc Jean-Benoît se plisse et se fige en ce rictus interrogatif qui lui donne une allure de lutin maléfique. Je n'arrive pas trop à savoir quelle mimique façonne la mienne de face. Je ne comprends pas exactement ce qui se passe en dedans. C'est donc difficile d'imaginer de quoi a l'air la façade. Mais une fois la sensation de vertige dissipée, je me rends compte que je ne sens pas grand-chose d'autre qu'une petite culpabilité de ne pas sentir grand-chose. Ma mère me transmet les détails à propos des funérailles avant de me laisser digérer la nouvelle et le caramel écossais. Je résume mon appel déjà pas long à un Jean-Benoît d'abord silencieux. Quand il ouvre la bouche, c'est pour élever sa compassion à son plus haut niveau. Ça aurait pris un esti de gros chou. Veux-tu bien me dire ce que t'as mis dans ton thé, le troll? Quand tu m'as annoncé que ton père avait eu un accident mortel dans le bois, je me suis dit « Hein, Olivier a un père? » Puis, ben oui, le cave, il est quand même pas né dans un chou. Un esti de gros chou. Voilà.